Donc, on va faire une prise de contact Lyon. Je vais présenter, donc, je m'appelle Dan Amar. Mon email, enfin, vous le connaissez maintenant. Je pas un des pierres. Boule de soufre. Boule de soufre, on utilise donc ici donc machine électrique à friction. Hein, c'est des boules de soufre frottées par rotation. Donc, là, ils observent l'effet répulsif, c'est-à-dire répulsif qui est tanafor, hein, qui est comme l'axe tajadub, donc c'est là lorsqu'on attire certains objets. Voilà, ils peuvent créer aussi des petites décharges comme celle de la foudre. Voilà. Alors, il y a deux théories qui sont. Vous pouvez voir Nas, donc il fait une friction. Il va le lier un fluide. Alors, l'idée, c'est de voir soit différentes expériences qui sont liées, soit à montrer que certains matériaux, comment est-ce qu'ils agissent avec l'électricité, ou même à vouloir emmagasiner l'électricité. Donc là, ils déduisent, il a mis une bouteille d'eau, ils déduisent qu'en touchant, c'est-à-dire il a mis en contact avec ce fluide électrique, et ben, il voit qu'il reçoit une décharge. Hein, donc voilà, on reçoit donc l'eau et conduit l'électricité, par exemple. Et puis le fait de mettre un verre qui est un isolant, il touche rien. Enfin, il lui arrive rien, donc il découvre comme ça les isolants, les conducteurs, hein, tous les matériaux qui permettent de définir un petit peu les différents matériaux que vous pouvez utiliser pour fabriquer les différents appareils. Donc la notion de courant apparaît en 1750 avec Benjamin Franklin. Donc il définit le courant, donc le courant électrique. Euh, donc il dit que c'est sous forme d'un fluide. Donc il y a toujours les deux théories qui marchent, hein, c'est-à-dire qui s'affrontent à l'époque. Donc voilà. Plutôt, bon, après, je ne vais pas m'étaler longuement dessus. Après, il y a la création aussi de la première pile. La première pile a été créée en 1800, donc par un certain Alexandra Volta, qui est un Italien. Alors, d'où le nom de Volt. Quand vous dites Volt, 10 volts, 5 volts, ben, c'est de son nom. Donc, il a créé, donc, comme j'ai dit, une pile. Donc, le principe, c'est quoi? C'est qu'il mélangeait deux matériaux avec un isolant. Il avait une solution, c'est-à-dire un liquide, qui avait des propriétés électriques. En globalement, c'est-à-dire, mis à part le fait que le jour où vous voulez fabriquer une pile, vous allez vous intéresser au phénomène, mais en tout cas, il crée la première pile. Ensuite, il y a aussi quelques. Bon, c'est des expériences notables, hein, qui permettent d'avancer dans la compréhension de l'électricité, c'est-à-dire maintenant, ils peuvent emmagasiner, euh, avoir des sources de courant et de tension à base de ce qui est l'ancêtre un petit peu des batteries. Et, euh, et à partir de là, ils peuvent faire tout un tas d'expériences, c'est-à-dire où ils peuvent avoir des petits composants qui peuvent alimenter et faire des expériences électriques. Donc il y a là ici notamment des expériences consistent à alimenter un fil électrique, donc il y a un courant qui passe, et ils mettent une aiguille aimantée, et ils remarquent que lorsque le courant passe, et ben l'aiguille تتحرك. Je crois que j'ai même une animation si je me souviens bien. Donc il y a ça. Donc vous avez Zama, on va créer un courant et hop, j'ai le machin qui bouge. Voilà.
Donc ça, notamment, c'est ce qui va découler là, en fait, en un phénomène magnétique. D'ailleurs, après, vous connaissez parfaitement enfin, je ne sais pas si vous la connaissez, en tout cas, on va la reprendre. On va déduire beaucoup d'informations sur le champ magnétique, hein, le lien entre le champ magnétique et le courant. Voilà. Il y a aussi, on découvre, il y a toutes les expériences d'Ampère. Donc, en fait, déjà, Ampère, il va définir l'unité, donc les données au courant, c'est-à-dire il va réaliser une expérience où il va définir donc l'unité à le courant, hein, qui permet de donner, d'étalonner, c'est-à-dire l'unité du courant. Et puis, il montre aussi que la bobine, quand on elle passe, c'est-à-dire une bobine, c'est quoi une bobine? Donc, c'est un cylindre, اسطوانة تلفوا فيها النحاس, donc du cuivre. Lorsque je fais passer un courant, ou là je ramène un aimant, vous approchez de la bobine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, on va créer un courant et lui-même va se transformer en aimant. C'est-à-dire, il va avoir les mêmes propriétés que l'aimant. Donc, en fait, vous créez un courant comme ça dans la bobine. Ou bien, même si vous passez un courant dans la bobine, vous créez, c'est-à-dire en alimentant avec une pile, comme une pile, vous prenez une bobine, et bien, vous allez créer un aimant. Voilà. Après, c'est lui qui invente les terminologies d'électrostatique, électrodynamique. Hein. Bon, voilà. Il fabrique un aimant, un électroaimant, hein, c'est l'électroaimant, donc à base de bobine. Voilà. Ensuite, on fabrique les premiers appareils automatiques. Par exemple, il y en a en 1822. Ben, vous voyez un petit, le système automatique, c'est quoi? Vous avez, il y a l'étoile, c'est un aimant, elle est aimantée, si je me souviens bien. Et on met dans le fluide, il passe dans un fluide, le mercure. Et on fait passer c'est-à-dire ici un courant qui fait que هذا يدور. Parce qu'en fait, quand je vais avoir une conduction de courant, il est introduit dedans, il tourne automatiquement. Moi, je ne me rappelle pas très bien, bon, vous lisez l'expérience, mais globalement, ils arrivent à faire tourner l'étoile Hadia. Donc, c'est le premier système automatisé piloté par un courant. Après, bon, je parle aussi de Bioté Savard dans cette présentation parce que, bon, à Doma, ils ont fait beaucoup de théories sur l'électromagnétisme, notamment sur le courant. Comment est-ce qu'on arrive à faire le lien entre la création d'un champ électromagnétique à partir d'un courant? Donc, il y a tout un tas d'équations qu'ils ont fait. Hein, déjà, si ce n'est ça, c'est déjà exceptionnel. Donc, ils font l'expression de la force électromagnétique. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis, c'est-à-dire, il montre que le champ magnétique est un vecteur et il est perpendiculaire à la source, c'est-à-dire la direction du courant. C'est-à-dire, si le courant il est orienté dans un sens, le champ électromagnétique est orienté en perpendiculaire face au courant. C'est une information qui est très très importante. Hein. Ça n'a l'air de rien, mais bon. Il y a aussi Faraday, hein, et ses expériences qui ont donné lieu à beaucoup de compréhension des choses. C'est-à-dire lui, il a repris l'expérience de la bobine et il manipule l'aimant avec la bobine, il observe comment est-ce que la bobine les polarités de la bobine vont jouer sur la polarité tel courant. En fait, c'est des expériences qui sont liées à l'expérience de ce que j'ai appelé dans la première, c'est-à-dire dans l'un des chapitres, qui est l'électrodynamique. L'électrodynamique, comme
C'est-à-dire, vous avez le courant continu, vous avez le courant alternatif, et le courant alternatif est ce qu'on appelle euh, l'électrodynamique. Il est dans l'électrodynamique. Ben, comment est-ce que vous allez créer un courant alternatif? Vous prenez une bobine et vous allez mettre l'aimant, vous allez faire un aller-retour. Et juste comme ça, vous allez faire des, des, des flux de courant, comme ça, des variations de flux de courant et des réductions de flux de courant. Donc là, vous allez faire une sorte d'alternation. Vous allez alterner progressivement la variation, donc vous allez avoir une variation progressive du courant. Et puis, quand on inverse les polarités, ben, il y a la polarisation aussi, hein. Vous voyez par exemple ici, ce qui est représenté, c'est le schéma d'un galvanomètre. Alzama, si je ramène le nord et le sud comme ça, et ben, l'aiguille va diriger ce côté. Si j'inverse la polarisation, que je ramène ici, donc il va me créer un courant, il va agir sur mon appareil. Le galvanomètre, c'est maintenant, bon, les appareils sont pratiquement tous numériques, mais bon, vos comme là, vos grands-pères, ou peut-être que vous en avez vu, c'est-à-dire les appareils qui ont les aiguilles. Et en fait, si vous ne mettiez pas dans la bonne polarisation, ben, des fois l'aiguille elle allait de l'autre côté. Donc c'était un petit peu ce qui était observé. Donc il y avait un phénomène qui était lié à la polarisation des courants. Donc tout ça, c'est les propriétés électriques qu'on observait, mais que finalement, ça allait être, c'était progressivement théorisé. On faisait la théorie de tout ça. Par exemple, Ampère avait créé donc des équations qui donnaient, par exemple, vous avez le champ électrique. Comment est-ce qu'on définit le champ électrique? Vous le connaissez bien. Vous avez, plutôt, non, c'est pas le champ électrique, c'est lui, c'est le courant. La définition du courant. Vous avez Gauss aussi qui fait comment dire, il vous donne l'expression des champs électriques, ça vous connaissez. Hein. Vous avez peut-être entendu parler de Faraday. Faraday a de l'expérience, hein, le lycée ou je ne sais pas, dans votre cursus universitaire en première année à Balish. Et puis Bioté Savard aussi, tout ce qui concerne donc, les phénomènes électriques, enfin, surtout pour le courant, ils ont travaillé sur le courant. Donc ils ont fait toute la théorie, ils ont développé des équations mathématiques complètes là-dessus. Mais par contre, les gens comprenaient bien qu'il y avait un lien entre le courant, comme je viens de vous le démontrer maintenant, je vous ai un petit peu fait l'historique, entre le courant, le champ magnétique, entre l'électricité et le champ électrique. On voyait qu'il y avait aussi potentiellement un lien entre le champ électrique et le courant. Et donc, comme par conséquent, il y avait un lien entre le champ électrique et le champ magnétique. Mais ils n'arrivaient pas à faire le lien directement. Donc Maxwell, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il apparaît plus tard Maxwell. Lui, qui est un physicien, chimiste, mathématicien, il était multidisciplinaire, et ben dans ses travaux qui étaient liés au phénomène électromagnétique, et ben il a comment dire, développé, il a fait le lien, il a développé des équations. À l'époque, c'était 12 équations qui étaient liées entre elles. Il a développé des 12 équations qui ont été résumées plus tard en 4 équations, pardon, qui liaient les champs magnétiques au courant et au champ électrique. En tout cas, qui liaient les 4 phénomènes. Champ électrique, champ magnétique, courant et comment dire, et tension entre elles, avec ces 4 équations. Et à partir de ces 4 équations, ils ont été utilisés, ce sont les outils, hein, les outils à l'électromagnétisme. C'est les outils incontestables. C'est-à-dire, en fait, l'électromagnétisme utilise des outils qui sont de l'analyse vectorielle, qui sont écrits hein, dans le premier
c'est-à-dire dans ce qu'on appelle ici une ROT, c'est rotationnel, divergence. Hein. Ça, ce sont des outils mathématiques de l'analyse vectorielle qui ont créé des outils à l'électromagnétisme qui sont extrêmement utilisés dans tous les domaines jusqu'à présent. Hein, actuellement, ils sont utilisés partout. Donc, il a développé ces équations en 1865, plutôt, pardon, oui, c'est ça, c'était en 1865 qu'il avait développé ces équations. Bon, il y avait tout un tas de théories qui existaient. En fait, mais en tout cas, grâce à ces équations, il a prouvé, il a montré en tout cas mathématiquement, à partir de certains postulats, je crois qu'il donne des postulats, c'est-à-dire des principes qui existent, c'est-à-dire des معطيات, c'est-à-dire des postulats de départ. Et il montre que l'onde, plutôt le champ électromagnétique, déjà le courant, la tension, on sait que ce sont des ondes. Vous l'avez vu peut-être soit dans la télévision, mais peut-être, j'imagine, enfin en tout cas j'ose espérer que vous les avez vus en TP un jour dans votre vie, c'est-à-dire voir sur un oscilloscope le signal d'un courant ou d'une tension. Vous voyez que vous avez vu que c'était des ondes. Il a montré qu'en fait, les champs électromagnétiques se propageaient dans le vide, c'est-à-dire comme des ondes. C'est-à-dire ils continuent à se propager dans le vide comme des ondes. Et pas seulement, c'est-à-dire dans ses équations, montré que les champs électromagnétiques se propageaient comme des ondes dans le vide, mais en plus, à quelle vitesse? À la vitesse de la lumière. Voilà, c'était ça, sa conclusion, hein, c'est-à-dire qui avait découlé de ces équations de Maxwell. Bien sûr, lui, ça c'était un truc qu'il prouvait mathématiquement, c'est-à-dire il le démontrait théoriquement, mais il n'avait jamais observé ça en pratique. C'est-à-dire personne, c'est-à-dire il pouvait avoir des choses qui permettaient de peut-être dire que c'était vrai, mais il n'y avait personne qui avait fait, par exemple, j'envoie une onde électromagnétique et je reçois une onde électromagnétique. واحد ما دار. Alors à partir de ce moment-là, bon, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est mort entre-temps, et puis il y a un certain Hertz qui arrive, je sais pas mis, il est là. Un Hertz qui vient c'est-à-dire en 1888, c'est-à-dire plus de 20 ans plus tard, il montre une expérience, il fait une expérience. Bon, ça c'est l'image de l'expérience. En fait, c'est un dipôle qui envoie une onde électromagnétique dans le vide. Et il y a un autre dipôle de l'autre côté, du même Paulik. Ça c'est le dipôle, c'est-à-dire celui qui est mis sur ce pied, à la Darjul. C'est un dipôle qui va créer une onde électromagnétique. C'est un dipôle qui va recevoir onde électromagnétique. Et il n'y a rien qui les lie, ils sont dans le vide. Et là, il montre qu'en fait, il fait une première communication sans fil, c'est-à-dire en fait, il envoie une impulsion et reçoit une impulsion. Très bien, Hertz montre que Maxwell avait raison, mais à partir de là, personne ne voit qu'est-ce qu'il pourrait faire de ça. C'est-à-dire, mais plus tard, à la balle comme maintenant, dans le monde moderne, qu'on vit maintenant actuellement, eh ben, c'est très utilisé puisque ça sert à communiquer à distance. D'ailleurs, on est en train de le faire actuellement. Et ça, c'est l'histoire un petit peu de toutes ces expériences physiques qui nous permettent de faire tout ça. Alors, donc, c'est quoi le but de ce cours d'électromagnétisme? Bon, en tout cas, c'est pour vous donner un petit peu les idées claires par rapport à ma présentation. Ça sert à quoi? C'est pourquoi je vous en parle? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Eh ben, en fait, le but, c'est de vous donner les outils
qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne une antenne. Voilà. C'est-à-dire, ce module, on va développer une compréhension des outils qui vont nous aider plus tard à comprendre, c'est-à-dire au semestre prochain, c'est-à-dire le semestre 2, vous allez aborder les antennes. Et les antennes, on va utiliser pour comprendre les antennes, comment la fabriquer, etc. Il faut connaître certains outils qui sont liés à l'électromagnétisme. Bien sûr, deuxième semestre, vous le verrez ça avec moi aussi. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? C'est qui a activé son micro mais qui ne parle pas? Pas de questions. Comment est-ce que on va revenir à ça? Bon, apparemment pas de questions. Si vous avez des questions, activez le micro et parlez. Hein. Pas de problème. Hein. Si on était en classe, on m'aurait posé plein de questions. Ça, parce que j'y ai droit chaque année. Hein. Donc, non, ça c'est pas ça. Ça c'est pas non plus ça. Donc, voilà ma présentation. Alors, donc là ici, on a abordé, donc je vous ai montré un petit peu de manière rapide, succincte, ce qu'étaient les ondes électromagnétiques, hein, c'est-à-dire on a fini par les équations de Maxwell, l'expérience de Hertz. D'ailleurs, en fait, Hertz, on retrouve son nom dans l'unité qui est donnée à la fréquence. La fréquence qui est au passage 1 sur T, donc on aurait pu dire que la fréquence c'est 1 seconde moins 1. Mais non, on dit Hertz. Donc c'est lié à son nom. Maintenant, vous voyez une onde électromagnétique, donc vous avez un champ électrique, un champ magnétique, qui est une onde, hein, comme ceci. Hein, c'est à ça que ça ressemble l'onde électromagnétique sinusoïdale. Si j'envoyais un signal sinusoïdal donc à partir d'un courant, ben, il va me générer un signal électromagnétique comme ceci qui va aller vers l'antenne. Donc qu'est-ce qui va se faire? Il va se passer que moi je vais avoir un courant qui va me générer un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique va voyager dans le vide et va arriver à mon antenne. L'antenne va me générer donc un courant à partir de ces champs électromagnétiques. Là, est l'expérience qu'on va faire systématiquement. Alors, l'onde électromagnétique, elle est pilotée par une fréquence. Elle n'est pas pilotée par une fréquence, c'est-à-dire que tu vois comme هذا التذبذب. هذا التذبذب عنده تذبذب. Le توتر, je ne sais pas. Peut-être je me trompe. Pas corrigez-moi. Hein, la fréquence. Hein. Je ne sais pas que si on dit tawatur, la fréquence ou autre chose. Je crois que c'est tawatur. Donc, vous avez cette fréquence-là, hop, ici. Et bien, ça, c'est caractérisé. Donc, ça va me donner la taille de l'onde hein, au niveau de l'axe X. Plus la fréquence sera élevée, plus en fait cette onde-là sera, c'est-à-dire plus elle va rétrécir. Hein, elle va rétrécir, elle va être comprimée vers par là. C'est-à-dire j'aurai plus d'ondes. Hein. Et d'ailleurs ici, j'ai repris une photo là qui vous montre les ondes, ça ce sont des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire en fonction de la fréquence. Là j'ai les fréquences, hein, vous voyez, c'est kilohertz, mégahertz, gigahertz, c'est les valeurs en fréquence. Et ici, c'est le dessin de l'onde. Vous voyez, plus j'augmente la fréquence, plus l'onde, elle devient de plus en plus, comment dire, elle se rétrécit sur la base des temps, et hop, elle devient ça. Et ça, la fréquence va donner l'application. Par exemple,
vous prenez l'électricité, qui sont des ondes électriques, et, euh, comment dire, voilà, c'est des ondes électriques et magnétiques, il y a les deux. Donc vous avez quoi? Vous avez l'électricité. Après, quand vous dépassez le kilohertz, vous allez dans des applications qui sont des télécoms, hein. Vous allez au-delà, c'est-à-dire ça va être le mégahertz, le gigahertz. Ensuite, vous avez toutes les applications en optique, hein. C'est-à-dire le gigahertz va s'arrêter avec tout ce qui est communication télé, tout ce qui est télécom, hein. Ça peut aller jusqu'à 300 gigahertz. Et au-delà, on a toutes les applications qui sont liées à l'optique. Très souvent, c'est pour observer. Donc, observer, bon, l'optique, par exemple, on pourra utiliser faire la lumière, hein. Tout de suite, la lumière est une onde électromagnétique. Après, vous avez tous les rayons qui nous permettent d'observer, c'est-à-dire qui nous servent à observer. Donc, tout ce qui est à partir de l'optique, c'est de l'imagerie qu'on va faire. Ça va être de l'imagerie. Vous avez toutes les machines là qui sont utilisées en médecine pour regarder à l'intérieur ou différents organes. Après, bien sûr, ça varie dans les fréquences, hein. Par exemple, les rayons X, hein, des fois, vous pouvez faire des images à rayons X. Après, bien sûr, quand vous augmentez encore plus en fréquence, ce sont des fréquences qui deviennent un petit peu dangereuses parce qu'ils peuvent rentrer en interaction directement avec l'ADN et peuvent changer donc la matière. Et à partir de là, ça devient dangereux. Donc, c'est tout ce qui est, hein, ça relève du nucléaire. Ça relève de tout ce qui est nucléaire. Euh, il y a quoi d'autre? Donc, je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer ici. Après, maintenant, on peut s'amuser à dire que, par exemple, une antenne, on peut voir ici l'animation. Vous voyez comment est-ce que, ici, un champ électrique vient alimenter une antenne et que j'ai un potentiel qui se crée au niveau de l'antenne. Les deux trucs là que vous voyez ici, là, qui sont en blanc, ben ça c'est mon antenne. Et les vecteurs verts qui viennent vers l'antenne, ce sont les champs électriques. Et vous voyez comment ce que en rouge, j'ai la variation de ma tension, hein, qui fait une sorte de sinusoïde en fonction de l'onde électromagnétique. Voilà, ici. Et en dessous, bon, c'est une vue, là, on vous montre comment ce que l'onde électromagnétique est générée par une antenne et comment est-ce qu'elle se propage dans le vide. C'est des animations qui peuvent vous donner un petit peu une bonne image de comment ça marche. Après, vous avez ce que vous connaissez. On va parler un peu du champ électrique et du champ magnétique. Et là, tout de suite, on va aborder le champ électrique. Ça, vous le connaissez bien. On va parler d'un champ électrique. Déjà, un champ électrique, il se crée lorsque j'ai une charge. Une seule charge me permettra de créer un champ électrique. Voilà. Et là, vous avez la configuration ici représentée du champ électrique, hein, l'orientation, c'est-à-dire l'orientation de la création du champ électrique entre deux charges qui sont de polarisation différente. Par exemple, entre un électron et un proton. Ce sont deux charges qui sont de charges différentes, hein. Donc, ça permettrait de créer un champ comme ça électrique, hein, de ce type de configuration. Normalement, vous avez déjà revu ça. Et normalement, vous avez utilisé le théorème ou l'équation de Coulomb, je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas, c'est Coulomb comme ça. Et ça vous permet de calculer soit les charges, soit le champ électrique, hein. C'est une force qui vous permettra, à partir de l'équation qu'a établi Coulomb, de calculer le champ électrique. Ici, vous avez la représentation du champ électrique lorsque j'ai deux charges qui sont de même polarité, par exemple, deux électrons.
Si j'ai deux électrons, je vais avoir ce type de configuration du champ électrique. Donc vous voyez que déjà ces champs électriques, ce sont des vecteurs. Donc ils ont un sens. Hein, ils ont un sens et ils ont une amplitude. Ça, il faut garder comme information. De toute façon, on va répéter ça très souvent. Le champ électrique se mesure en volts par mètre. Donc ça, c'est son unité. Ensuite, on va parler du champ magnétique. Alors, le champ magnétique, comment est-ce qu'il est généré? Eh bien, vous avez un fil, par exemple, métallique type un cuivre, du cuivre, تحكموا نحاس, ديروا لها زوج خيوط مع une pile, eh ben, vous allez afficher, donc vous allez générer un champ magnétique, ça c'est sûr et certain. Comment est-ce qu'on pourrait faire? À la balèche, on pourrait prendre un papier, vous traversez votre fil, prenez des filaments de métal, et puis vous verrez des petits cercles, et ça représentera votre champ magnétique. Comme vous pouvez le voir, donc là est le courant, il est dans ce sens, et le champ magnétique est, par exemple, il vient vers nous, puisqu'il tourne, donc il tourne comme ça, à un certain moment, il va venir vers nous. Et donc à partir de ce moment-là, vous voyez que s'il vient vers vous, eh ben, il est perpendiculaire tout le temps au courant. Voilà. Alors, l'électromagnétisme, bon, tout ça, je vous l'ai dit, donc c'est un résumé. Donc, le champ électrique et le champ magnétique étant tous deux liés à la charge électrique, ils interagissent entre eux. D'accord? Alors, comment est-ce qu'ils sont liés à la charge électrique? Les deux charges électriques, je les vois. Je vois le champ électrique. Où est-ce qu'il est? Il est dans le courant. En fait, un courant, il se crée comment? Eh bien, un courant, sa définition, c'est moins dQ sur dt. C'est-à-dire, c'est la variation de charge dans le temps. C'est-à-dire, lorsque j'ai une variation de charge dans le temps, j'ai une création de courant. En d'autres termes, ça veut dire quand mes charges se mettent en mouvement, j'ai création de courant. Voilà. Donc, les champs électriques et champs magnétiques étant tous deux liés à la charge électrique, ils interagissent entre eux. Donc, il y a un lien. Donc, il y a une interaction. Cette interaction, هذا عنده علاقة مع هذا. هذا كي يتبدل الآخر يتبدل. C'est ça l'interaction. كاين علاقة ما بيناتهم. Donc, ainsi, les charges électriques créent un champ électrique qui exerce une force sur d'autres charges électriques présentes dans l'environnement. Ça, c'est le cas de ce qu'on voit. Donc, ça va créer un champ électrique. Celles-ci se mettent en mouvement, constituant ainsi un courant qui crée un champ magnétique. Susceptible de fortes chances, c'est-à-dire ihtimal, à son tour, d'agir, ihtimal kabir, d'agir à son tour sur d'autres courants. Bon, ça, on va laisser de côté, mais en tout cas, ce qu'on va retenir tout de suite, sans trop compliquer les choses, le mouvement des charges va créer un courant. Donc cet enchevêtrement d'action, enchevêtrement, il y a un chevauchement, c'est-à-dire un chevêtrement, c'est encore plus, c'est-à-dire il y a plusieurs phénomènes qui il y a hada, et celui-ci qui est lié à l'autre, etc. Donc ça c'est un enchevêtrement et d'action et de réaction, des charges et de courants, des champs électriques et magnétiques constituent l'essence de l'électromagnétisme. L'électricité, le champ magnétique, le champ électrique, le mouvement des charges, l'interaction des charges crée l'électromagnétisme, et ça nous permet d'établir l'équation de Maxwell. Voilà, c'est tout.
Bon, ça, c'était en introduction. Maintenant, puisque je vous ai introduit tout ça au Shindero, eh ben, je vous ai montré un petit peu tout de suite les outils qui étaient les outils de Maxwell. Donc, ce sont le tournevis Tana ou la clé à molette et ou المفتاح تاعكم دبر لا ميكانيك لا بزون دوتي باش تكتبوا لازم لكم ورقه وستيلو بان فوالا سا سي لي زوتي ديلكترومagnétisme بلا هادو ما تخدموش ما تبعدوش بعيد donc là vous en avez besoin donc ça c'est les outils maintenant les outils les équations de Maxwell ont besoin pour y arriver d'outils ce sont les outils d'analyse vectorielle bon encore faudrait-il que je les trouve Mag, hop, donc ici, mag, on a opérateur vectoriel. Quelqu'un qui a activé son microphone. Toujours à la ouf. On va désactiver le son dans la ouf. Voilà. Maintenant, je reviens, je vais passer. Le document. Hein, le fichier Word. Normalement, Oui. Ok, très bien. Bon. Maintenant, on va aborder dans ce premier chapitre donc l'analyse vectorielle. Bon, vous voyez bien que je ne commence pas par l'analyse vectorielle, je résume, je récapitule les équations de Maxwell. Pour l'instant, c'est rotationnel du champ électrique est égal à moins la dérivée du champ magnétique sur le temps. Bon. Et un rotationnel de H, chemin interrotationnel. C'est rotationnel, c'est qui il tourne. Quand un champ E tourne, il me crée une variation, c'est-à-dire il tourne. C'est mécanique, c'est dynamique. C'est de la dynamique. Quand on tourne, hein, c'est une dynamique. Et bien, ça me donne une variation du champ magnétique dans le temps. Et si je fais varier dans l'espace, c'est ça que ça veut dire. Si je fais varier dans l'espace, le temps du champ magnétique. Et si je fais une variation dans l'espace du champ magnétique, ça me crée un area, bon, c'est D2D, c'est D est égal à epsilon E, qui est le champ électrique. Ça me crée une variation du champ électrique dans le temps, plus une quantité de courant. Alors, il y a la divergence, égale à 0, ça c'est la conservation du flux magnétique. Et ça a un lien avec le théorème de Gauss. Le champ électrique est égal à la quantité de charge. La somme des quantités de charge. Voilà. Bon, ça c'est de la physique. Maintenant, quels sont les outils, donc les opérateurs de l'analyse vectorielle qu'on va utiliser, etc. Ben, il y en a, déjà il y a le rotationnel, comme vous pouvez le voir, dans les équations de Maxwell. Et il y a la divergence. Après, les dérivés, pas de problème. C'est quoi la divergence et le rotationnel? Bon, ce sont que des dérivés. Les expressions ramiques. Vous voyez que ce sont des dérivés de quantités, de variables. C'est quoi ces variables? Bon, on est en 3 dimensions, donc si on se met dans un repère cartésien x, y, z, par exemple, j'ai un point ici qui va me décrire un vecteur. Ce vecteur est composé d'une composante x, y et z. Hein, et bon, il s'écrit par exemple un OP, c'est les composantes de position. Donc c'est x, ix plus y, iz et z, iz. Mais un vecteur, le vecteur, il évolue. Donc il peut se déplacer. Le déplacement de ce vecteur, eh ben, va me donner une composante sur Vx, sur Vy et sur Vz. Voilà. Et en 3 dimensions. Bref, c'est juste en introduction. Prendre ces
V, c'est un vecteur. Ça peut être par exemple un vecteur vitesse. La vitesse, vous voyez qu'elle se déplace. Là, une quantité de mouvement, elle se déplace. Donc en fait, ça peut être un vecteur. Vous pouvez décrire par exemple une voiture comme étant un vecteur. Il a une direction et une amplitude. Une amplitude dans le sens où il a une vitesse. C'est-à-dire une quantité de vitesse. Voilà. Donc à partir de là, on a comment dire, ces expressions. Retenez-les. De toute façon, ce n'est pas compliqué, vous en aurez besoin, il faut les retenir. Moi, je vous recommande de retenir celle-là. Vous les connaître. Vous la connaissez. Et vous la connaissez, mais pas en 3 dimensions. Vous la connaissez en une seule dimension. On y viendra. Mais c'est juste que bon. C'est un cas général, vous connaissez les cas particuliers que vous utilisiez pour calculer, soit en maths, soit en physique. Le rotationnel, qui est nouveau peut-être pour vous, je ne sais pas, eh bien, il s'écrit comme ceci. Si vous savez faire une matrice, elle se calcule sous forme de matrice de dérivée, donc c'est un vecteur dérivé qu'on vient faire un produit vectoriel avec un vecteur. Voilà ce que c'est que la rotation. C'est un vecteur qui est un vecteur qu'ils ont inventé en mathématiques, c'est un vecteur dérivé qui est d sur dx, d sur dy, d sur dz, où on fait un produit vectoriel avec les composantes du vecteur v. Bon, après, la matrice, elle se calcule comme ceci. Vous faites, si je fais la composante sur x, eh ben, je vais obtenir dy vz moins d sur dz de vy. Voilà. Si je fais le produit vectoriel, donc toujours ici, dans cette matrice, je vais avoir dx, pour la composante y, dx, non, je vais avoir dz, d sur dz vx, moins d sur dx vz. Voilà. Et pour la dernière, vous voyez, si je fais comme ça, on la déduit facilement. D sur dy vx moins d sur dx vy. Ça. Donc moi, ce que je retiens, c'est celle-là, après je le calcule. Ça, c'est les opérateurs vectoriels. Après, il y a ce qu'on appelle le Laplacien scalaire. C'est quoi un Laplacien scalaire? Il s'écrit comme ça. Donc, un scalaire, c'est un scalaire. Il n'y a pas de vecteur dessus. Il n'y a pas de signe vecteur, c'est un scalaire. Par exemple, un scalaire, c'est quand je dis que j'ai... par exemple, quelqu'un pèse son poids et 2. 2 temps. Il a un poids de 80 kg. C'est son poids. Ça, c'est un scanner. Il a une vitesse 2. Si la vitesse est évolutive, c'est plein scalaire. Ça peut être un scalaire, ça peut être une constante si c'est une accélération, une quantité de, c'est-à-dire un indice. Mais quand l'amplitude, ici vous avez une direction et une amplitude. Donc après, vous avez donc, par exemple, le vent est un vecteur. Parce qu'il a une direction qui peut changer, et puis il a une vitesse qui change. Donc c'est une multiplication des deux, donc d'une direction et d'un scalaire. Bon. Donc le Laplacien un scalaire, il vaut ça. C'est des dérivés au carré de mon scalaire. Ce scalaire peut avoir une composante sur x, y, z. Moi, je prends la valeur du scalaire. Donc, la totalité. C'est-à-dire si mon scalaire il fait x plus y, je vais dériver le tout sur... je vais dériver x, y par rapport à ces deux. Ce n'est pas chaque composante. Ici, par contre, non. Je prends chaque composante. Ici, ça c'est le Laplacien vectoriel. C'est le Laplacien de chaque composante du vecteur.
Voilà, ça ce sont des définitions que je vous recommande de connaître. Hein. On en aura besoin, il faut les connaître. Bon, après tout ça, c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer là-dessus. Ah non, il y a ça, il y a ses propriétés. Ça, tout ça, on n'en a pas besoin. Attendez, je vais enlever. C'est pas pour maintenant. Hop. Là, derrière, non. Allez. Ça part. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça. D'autres propriétés à connaître dans l'analyse vectorielle, c'est les notions donc, de gradient. Ils peuvent s'écrire. Donc, si on considère le nabla, alors le nabla, c'est quoi? Le nabla, c'est un triangle à l'envers. Hein. D'ailleurs, nabla, le nom veut dire, je sais pas, c'est un instrument de musique qui a une forme triangulaire. Donc, le nabla est un vecteur dérivé. D'accord? Donc, si j'ai ce vecteur dérivé, le gradient, c'est une autre forme d'écriture. Hein, c'est une écriture qui a été inventée. Hein. Pour faciliter, il y en a certains qui n'aiment pas écrire des lettres, ils préfèrent écrire comme ça. Donc le gradient U, il s'écrit nabla U. Donc en fait, vous venez multiplier U par le vecteur dérivé. Donc vous faites le produit scalaire. Hein. Ce n'est pas un produit vectoriel. Le produit scalaire entre le vecteur dérivé et le vecteur U. Ou plutôt le scalaire U. La divergence de V est égale. Bon, la divergence, elle s'applique que pour les vecteurs. Important. Et le gradient ne s'applique que pour les scalaires. D'accord? Ça, c'est une information. Et si vous remarquez bien, c'est que le gradient est un vecteur, hein, puisque j'ai mis un vecteur sur la composante du gradient. Mais par contre, il s'applique le gradient seulement sur les scalaires. Et les divergences ne s'appliquent que sur les vecteurs. Et les rotationnels ne s'appliquent que sur les vecteurs aussi. Maintenant, la différence entre la divergence et le rotationnel, c'est que la divergence est un produit scalaire entre le vecteur dérivé et un vecteur connu, et le rotationnel est le produit vectoriel entre le vecteur dérivé, qui est le nabla, avec notre vecteur V, connu. Voilà. Maintenant, ensuite, il y a des propriétés qu'on va utiliser, hein, qu'on doit connaître, qui est la divergence d'un gradient est égale à Laplacien scalaire de U. Et la divergence de rotationnel d'un vecteur, c'est-à-dire vous appliquez la divergence à un rotationnel. Après, vous allez me dire comment ça se fait que j'ai une divergence d'un gradient U, étant donné qu'on a dit que la divergence s'applique que sur les vecteurs. Regardez, le gradient est un vecteur. Hein? Donc, tout va bien. Donc, on est en train de faire la divergence d'un vecteur qui est gradient U. Maintenant, la divergence, elle s'applique que sur les vecteurs. Le rotationnel V est un vecteur. Ça tombe bien. Donc, tout va bien. La divergence d'un rotationnel de V, ça vaut 0. Propriété. Elle se démontre. Hein. Si vous prenez les relations G, Bélat, je vous ai montré, vous faites le calcul, analytiquement, vous allez trouver 0. Point. La démonstration est parfaitement faisable. Rotationnel gradient U, aussi, donc regardez, rotationnel, il s'applique que sur les vecteurs, gradient U est un vecteur, pas de problème. Donc là, ça vaut 0. Et le rotationnel d'un rotationnel, il vaut gradient divergence de V moins le Laplacien vectoriel de V. Voilà. Oui, c'est ça, Laplacien vectoriel. Voilà. Après, le reste, ça va être le contenu de notre cours et de notre... Bon, ça, c'est très abrégé, donc on va détailler tout ça. Mais c'est tout ce qu'on va voir ici. Hein. Ça, c'est pas le chapitre 1, c'est pratiquement tout votre semestre. Et qui est
Un résumé, en tout cas, pratiquement, hein, il n'y a pas, il y a des choses qui manquent, hein, pas mal de choses qui manquent. Mais en tout cas, c'est un bon résumé de tout votre semestre. Voilà. Moi, là-dessus, je pense qu'on peut s'arrêter ici, hein. Je pense que c'est déjà pas mal. La prochaine fois, on va développer comment dire, on va faire, on va aborder l'électrostatique tout de suite en cours et on va passer aux exercices ensuite, comment dire, juste après le cours. Maintenant, euh, les séances, cours TD, soit on fera que le cours pour avancer dans le cours, soit on fera que des TD. Hein. Et si j'estime qu'on a bien avancé, bah, soit on fait 3 heures, soit on fait moins de 3 heures. Pas de problème. Hein. C'est-à-dire, on a 2 séances à la Darba. Euh, Peut-être des fois, ça ferait 3 heures, ça ferait beaucoup. Après, il n'y a pas de problème. On peut faire 3 heures. Euh, C'est-à-dire, il n'y a pas trop d'interaction. Hein. Vous avez peut-être honte de poser des questions. Moi, je vous dis que si vous avez honte de poser des questions, tant pis pour vous. Moi, je suis là pour répondre aux questions si vous en avez. Hein. Tout la même touche. Voilà. Vous avez des questions, allez-y. هل من سؤال. Bon, alors si vous pouviez me faire une liste, c'est-à-dire maintenant vous avez la liste elle est établie des étudiants GTR licence 2, de me mettre les emails تبعكم. Avec, c'est-à-dire perso, avec le document. Hein. Ça va m'être utile, hein. Même pour vous, c'est plus, ce sera plus facile. Que je vais vous envoyer les invitations, je sais pas. Je verrai. Si j'apprends à maîtriser le Zoom. Ah, là, je crois que j'ai rien d'autre à dire.